Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Découvrons ensemble les titres qui seront développés dans cette nouvelle édition du 19h. Nous nous rendrons en Andorre où les 20e Jeux des petits États d'Europe ont débuté aujourd'hui après la cérémonie officielle d'ouverture que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Nous serons dans ce journal avec le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre qui se trouve aux côtés de la délégation monégasque. L'occasion aussi de revenir avec lui sur le bilan du Grand Prix de Formule 1 qui a donné lieu à une grande affluence ce week-end. Thomas Brezzo sera notre deuxième invité. Le Conseil national tenait une conférence de presse ce matin portant sur les grands dossiers de l'actualité qu'il évoquera avec nous. Il sera notamment question de logement, mobilité ou bien encore du projet du centre commercial de Fontvieille. Une initiative innovante vient de voir le jour. ClickMeal est une cantine digitale qui permet de manger sainement. Vous la découvrirez dans ce journal. Et puis à la Camille Art Gallery, c'est le travail du photographe Norman Sif qui est actuellement mise en lumière. Partons en Andorre où les compétitions ont débuté au 20e Jeux des petits États d'Europe. Vous le savez, nous suivrons les performances des athlètes monégasques quotidiennement. Le prince Albert II était à leur côté hier et ce matin. Lionel Beffre, le ministre de l'Intérieur, est lui aussi présent en Andorre. Nous le retrouvons sur place. Bonsoir. Bonsoir. Ce sont vos premiers Jeux des petits États d'Europe. Vous avez eu l'occasion d'assister à la cérémonie d'ouverture hier et de suivre les Monégasques dans leur premier jour de compétition. Quelles sont vos impressions? D'abord, l'ensemble des athlètes et notamment Monaco ont un très bon accueil ici en Andorre. Cérémonie d'ouverture réussie, brillante. Et puis aujourd'hui, les premiers pas des athlètes monégasques se déroulent très bien puisque on a déjà eu l'occasion de les voir gagner un certain nombre de matchs, que ce soit au beach volley ou ici des combats en judo. Donc les choses se présentent plutôt bien pour l'instant. Oui, Monaco est venu en Andorre avec une importante délégation. C'est le reflet de la bonne santé du sport en principauté. Oui, alors évidemment, nous avons nos grandes équipes qui sont connues internationalement, mais même pour le sport qui est représenté ici, on voit avec 130 athlètes que nous sommes une délégation extrêmement importante, diversifiée aussi, avec un grand nombre de sports représentés et surtout de la qualité. Donc je crois qu'effectivement ça reflète l'activité, la qualité et la diversité du sport monégasque. Et dans 2 ans, Monaco accueillera les Jeux des petits États d'Europe. Votre présence en Andorre est aussi pour vous l'occasion de prendre le pouls d'une telle organisation? Oui, une réunion a eu lieu hier justement pour préparer un peu ce qui va se faire dans 2 ans. Nous prenons ici les contacts nécessaires, nous observons aussi ce qui marche. Comme ça, on peut s'inspirer de ce qui fonctionne bien pour pouvoir préparer ça dans 2 ans parce que c'est un lourd travail de préparation et il faut d'ores et déjà anticiper sur le plan de l'hébergement, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la logistique, du transport. C'est un lourd événement et il faut s'inspirer des bonnes pratiques qu'on observe ici en Andorre. Alors, monsieur le ministre, profitons de cette interview pour faire aussi le point sur un long week-end sportif à Monaco et qui a mobilisé toutes les forces vives de la principauté. Comment la forte affluence de visiteurs a été contenue et est-ce que des interventions ont dû être nécessaires? Alors, elle a été gérée par une mobilisation totale des sapeurs-pompiers, ils étaient tous sur le terrain avec même des renforts, des policiers, ils étaient tous sur le terrain avec même des renforts, notamment d'une unité de CRS. Et il n'y a pas eu d'événements majeurs dramatiques. Au contraire, l'affluence a été extrêmement importante, mais malgré cela, l'écoulement du trafic s'est bien fait. Et notamment, le dimanche soir, on a pu compter sur un grand nombre de trains SNCF, ce qui a permis de ramener très vite les participants vers leur destination initiale et d'éviter des trafics compliqués dans Monaco. Donc c'est une édition qui, ma foi, a été, je crois, en tout cas du point de vue qui nous concerne, plutôt réussie. Avez-vous un bilan chiffré? Le bilan complet, non, mais on sait qu'il y a eu une affluence plus importante que l'année dernière. Par exemple, si on prend les trains, il y a eu plus 10% de personnes qui sont venues par train. Il y a eu aussi véhicules, une augmentation de 10% du trafic véhicule. Et ça a été d'ailleurs noté puisque alors que d'habitude l'affluence du vendredi est un peu moindre, cette année le vendredi elle a été très importante. Et évidemment elle s'est accélérée le samedi et le dimanche. Et malgré cela, encore une fois, nous n'avons pas eu à déplorer de drame. Et je crois que les forces de l'ordre, que ce soit les pompiers ou les policiers, ont fait leur travail très correctement. Il faut d'ailleurs les en remercier et les en féliciter. Merci Lionel Beffre d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Vous l'avez peut-être suivi hier soir sur notre antenne en direct. La cérémonie officielle d'ouverture de ces Jeux est toujours un moment très apprécié par les athlètes. En voici un résumé signé Christophe Pacaud. Et c'est au Stade national d'Andorre, au cœur des montagnes pyrénéennes, que s'est déroulé ce premier grand moment de partage, avec le traditionnel défilé des 9 nations participantes à ces 20e Jeux des petits États d'Europe, sous le regard du prince Albert II venu soutenir la délégation monégasque forte de 123 athlètes. Une délégation dans ses nouveaux habits de compétiteurs, emmenée par nos 2 porte-drapeaux, Sarah Halag, la judokate aux 10 médailles, et Théo Andan, déjà couronné par 5 fois sur un tour de piste, en individuel comme en équipe. Une formation monégasque soudée, unie, souriante, malgré l'air frais arrivé des montagnes alentours, où se cachait hier la mascotte de l'événement, l'espiègle Tamaro, qui par monts et par vaux, en passant par la capitale de ces Jeux, Andorre-la-Vieille, a longtemps joué à cache-cache avec les enfants et volontaire, jusqu'à déposer la flamme au pied d'une toute jeune écolière, toute heureuse de pouvoir passer le flambeau aux sportifs de son pays, fiers, eux, d'allumer ensuite la vasque olympique pour 5 jours. La réaction des athlètes monégasques a commencé par nos 2 porte-drapeaux à l'issue de cette cérémonie. C'était génial, extraordinaire. Une belle ambiance, chouette. J'étais très fier de porter le drapeau. C'était un moment incroyable. Et puis ça avait l'air sympa. Nous voilà, on était sur l'estrade et puis on a défilé, franchement c'était super cool. Super belle cérémonie, vraiment beaucoup d'émotions et contente, très contente d'être là avec toute l'équipe, surtout les jours de son anniversaire. Un beau cadeau. Sérieusement, pour ma première édition, c'était vraiment génial. On avait plein d'étoiles dans les yeux et vraiment j'espère que la compétition sera aussi belle. Pour nous c'était la première participation pour le karaté, donc c'était vraiment une très très belle aventure, intense. On a beaucoup aimé être avec tous les autres sports et vraiment un très beau souvenir. C'est une drôle de sensation et quand la flamme s'allume, c'est magnifique. Une cérémonie marquée par le tout dernier discours officiel du président du comité olympique international, Thomas Bach, qui va laisser sa place dans quelques semaines à Christy Coventry. That I thank you all for the warmth and friendship you have shown me at every edition of these games. In this Olympic spirit, let us enjoy these wonderful games of the small states of Europe in wonderful Andorra. Have a good time and enjoy the games. Une cérémonie qui s'est terminée là aussi, comme le veut la tradition, en musique, avant d'attaquer la compétition. Pour refermer ce chapitre consacré aux Jeux des petits États d'Europe, un rappel, ce rendez-vous quotidien sur Monaco Info, l'émission Le Débrief présentée par Émilie Rousseau et Frédéric Elion, première diffusion à 10h30 chaque matin. Retour à Monaco où le Conseil national tenait dans la matinée une conférence de presse. Les prochaines séances législatives auront lieu les 11 et 18 juin. Mais le président du Conseil national a souhaité aujourd'hui faire un point sur les grands dossiers en cours et il est avec nous ce soir. Nous le rejoignons en plateau. Bonsoir Président. Bonsoir Patricia. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation alors que se tenait ce matin une grande conférence de presse pour évoquer les dossiers d'actualité. Et le tout premier point que vous avez souhaité évoquer, c'est l'absence de nomination de ministre d'État. Alors je souligne bien le terme, c'est l'absence de nomination puisqu'il y a un ministre d'État par intérim. Mais vous estimez que cette situation qui dure depuis la mi-janvier ralentit considérablement l'avancée des dossiers ? C'est pas cette situation, hein. C'est pas la situation elle-même qui ralentit le traitement des dossiers. La procédure de nomination d'un ministre d'État, surtout dans les conditions dans lesquelles elles interviennent, après le décès totalement inattendu et soudain de Didier Guillaume, rend bien évidemment normal la durée du processus et je comprends parfaitement le souverain qui prend son temps pour choisir la bonne personne pour pouvoir effectivement assurer ses fonctions. Pour moi c'est essentiel. On l'a vu, les qualités de Didier Guillaume ont fait que tous les travaux que nous avons entrepris sur les différents dossiers ont considérablement avancé parce que le choix était bon, parce que la personnalité était bonne et je pense qu'il faut effectivement prendre son temps pour pouvoir nommer la bonne personne et pas nommer effectivement le premier qui postule. Mais si on se retrouve dans cette situation-là,
À côté de ça, il y a toujours un gouvernement. La fonction est assurée par un ministre d'État par intérim, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de, la cohésion et les problématiques que Didier Guillaume avait soulevées sont revenues et on se retrouve avec un gouvernement qui fonctionne au ralenti et des dossiers qui n'avancent pas. Mais pour bien comprendre, le travail entre gouvernement et Conseil national, le lien n'est pas rompu. Aujourd'hui, vous travaillez tous autour d'une même table. Hein. Le lien n'est pas rompu, mais on tourne au ralenti. Didier Guillaume, au nom du gouvernement, avait pris des engagements avec des échéances qui arrivent ou qui sont déjà dépassées. Ces engagements ont été pris et ont conditionné, je le rappelle, le vote du budget primitif 2025, avec la nécessité de tenir ces engagements à des dates très rapprochées, un engagement fort qui avait été pris par Didier Guillaume lors des séances publiques. C'est ce qui a convaincu les élus de voter en faveur du budget. Si maintenant, à nouveau, je rappelle que c'était déjà le cas l'année dernière, où les engagements qui avaient été pris par Pierre Dartout n'avait pas été tenu, nous n'avions pas voté le premier budget rectificatif de printemps. Donc il y a un warning de la part du Conseil national, un signal d'alerte. Alors il y a quand même un point très positif. Il y a quelques jours, une avancée notoire au Conseil national sur l'interruption volontaire de grossesse. On a senti des conseillers nationaux, pour la grande majorité, qui étaient très émus, très fiers de ce texte, alors qu'au même moment, l'archevêque, lui, s'inquiétait dans une lettre pastorale. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'on ne pourra pas trouver un accord sur ce sujet-là entre l'archevêché d'un côté et les différentes sensibilités des uns et des autres qui sont aujourd'hui majoritaires en faveur de l'IVG. Pour autant, nous avons rempli le rôle qui est le nôtre. La Constitution donne la prérogative de formuler des propositions de loi au nom du peuple monégasque que l'on représente et qui nous a donné mandat pour les représenter. Donc nous sommes dans notre rôle, c'est ce que nous avons effectué. Aujourd'hui, l'archevêque, il a sa position, il n'est pas co-législateur. C'est au gouvernement d'assurer aujourd'hui la décision, de trancher en faveur ou non de la transformation de cette proposition de loi en projet de loi. Alors venons-en, si vous le voulez bien maintenant, au dossier plus traditionnel d'intérêt public, puisque l'IVG l'est aussi. Et le premier dossier, traditionnellement, qui préoccupe tout particulièrement les Monégasques, c'est celui du logement. Il y a eu des avancées positives au cours des derniers mois en matière de logement domaniaux. En matière de logement, il y a effectivement des avancées qui sont très positives. Nous avions déjà obtenu au moment du budget primitif l'opération intermédiaire au niveau du jardin exotique entre 70 et 90 logements en fonction de la typologie. Il y a l'opération Luciole entre le boulevard Hélier 3 et l'avenue Louis Aurélia, pareil avec 25 ou 27 logements qui vont être construits pour 2028. Il y a le Larvoto supérieur également qui a fait l'objet d'une attribution suite à l'appel d'offres qui avait été lancé par le gouvernement. Donc il y a quand même des avancées qui sont très positives en matière de logement domanial. Il reste le plan national logement sur lequel le souverain a indiqué récemment qu'ils étaient effectivement en train d'y travailler, que ça allait nous être présenté prochainement. Donc là-dessus, effectivement, c'est un point positif sur le logement. Nous avons obtenu satisfaction suite à tout le travail qui a été fait, les demandes qui ont été formulées, puis la pression qui a été mise sur le gouvernement. Donc c'est une bonne avancée pour les Monégasques, effectivement. Autre dossier, alors là on est loin du satisfecit du logement, c'est le traitement des déchets. Alors, j'ai envie de dire que c'est déjà, pour moi, c'est une réponse positive qui nous a été apportée puisque le projet Symbiose a été arrêté. Le gouvernement nous a annoncé officiellement qu'il mettait un terme au projet Symbiose qui, on avait voté à la base un budget de 340 millions d'euros, on en est arrivé à 1,5 milliard. On ne pouvait pas continuer dans ce sens-là. Donc nous avons prôné de la recherche d'autres solutions. Le gouvernement nous a annoncé la présentation d'une autre solution prochainement, là, lors d'une prochaine commission, mais nous ne lâchons pas aussi la possibilité de pouvoir externaliser le traitement de nos déchets. Donc le gouvernement s'appuie sur une étude pour nous dire que ce n'est pas possible, sauf que l'étude ne veut pas nous la présenter. Autre dossier, le centre commercial de Fontvieille. La situation, vous l'avez notamment montré dans une vidéo que vous diffusez sur le site du Conseil national. La situation est urgente, dites-vous, pour les commerçants notamment. Vous attendez un plan très rapide de soutien des commerçants avant même que le projet architectural, peut-être de restructuration, ne soit présenté. Alors effectivement, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant qu'on attend le centre commercial. On ne peut plus laisser les commerçants dans cette situation-là. C'est ce que nous avons toujours soutenu jusqu'à maintenant et nous avions déjà demandé au gouvernement de prendre en place des mesures pour maintenir le centre à niveau dans un niveau correct d'exploitation. Ce que j'ai vu mercredi dernier m'a fait froid dans le dos. Là, on a passé près de 3 quarts d'heure sur place. Je peux vous garantir qu'on est sur
au-delà de la vétusté, au-delà du délabrement, on est sur des questions d'insalubrité, sur des questions de sécurité qui sont terribles. Vous avez des portes coupe-feu sur lesquelles il y a marqué en gros maintenir absolument fermé. La porte n'a plus de charnière, elle pèse plusieurs kilos et on peut plus la fermer. Vous avez des placards électriques sur lesquels il n'y a plus de serrure. En fait, on a pu constater comme ça parce qu'un placard était entrouvert. On a ouvert un placard derrière, il y a des lignes de tension sur lesquelles il y a écrit danger de mort et sur lesquelles les enfants peuvent aller jouer. Là j'ai écrit un courrier directement le jour même. On est au pied du mur là, selon vous? Là, pour moi, c'est clair et net. On a des issues de secours qui sont condamnées. Pour moi, il y a un problème. S'il y a un problème, il y a un incendie ou quoi que ce soit, on met les gens en danger. Et là, par contre, c'est inadmissible. Dossier urgent, on l'a compris, Thomas Brezzo. Nous ne pourrons pas évoquer ensemble tous les dossiers d'intérêt public, ils sont nombreux. Mais peut-être pour conclure, puisque nous sortons d'un long week-end de Grand Prix, avec une affluence toujours plus importante chaque année, ça engendre bien évidemment des questions sur la mobilité. Il faut quand même reconnaître ce qu'il est. Parce que il y a le Grand Prix de Monaco, on en tire les avantages. On ne peut pas avoir tous les avantages sans avoir les inconvénients. Qu'il y ait de la circulation, c'est une chose, c'est un fait. Mais ce qu'on a vécu hier, c'était un vrai cauchemar. Et c'est la raison pour laquelle nous avions demandé qu'il y ait des mesures restrictives de circulation qui soient formulées, notamment autour des grands événements. Et ce qui avait été annoncé par le gouvernement, et ce qui nous avait été promis. Et là, c'est un engagement qui n'a pas été tenu, puisqu'il n'y a aucune mesure restrictive qui a été prise. Et hier, on se retrouvait au milieu de la circulation avec le bus impérial, avec des touristes. Voilà, si on avait eu ces mesures restrictives-là pour les 48 heures qui suivent le Grand Prix, qui sont nécessaires au démontage, ça permettrait aux gens qui puissent travailler, qui puissent vivre en principe dans Monaco, d'avoir un peu moins de circulation. Ce sera ma conclusion. Vous donnez rendez-vous au Monégasque et à tous ceux qui souhaitent d'ailleurs y prendre part au Conseil national dans l'hémicycle des grandes rencontres. Et la première, ce sera le 10 juin, c'est ça, sur la question de la priorité nationale? Tout à fait. Alors, dès le mois de novembre 2024, j'avais annoncé effectivement la tenue de ces réunions publiques à hauteur de 3 par an. La première aura lieu le 10 juin prochain, à 18h30 au sein de l'hémicycle. On va voir comment on fait s'il y a une affluence trop importante, voire proposer une deuxième date dans la foulée pour pouvoir satisfaire tout le monde, parce qu'effectivement la priorité nationale est un sujet qui intéresse tout le monde, de plus en plus, qui touche de plus en plus les Monégasques, mais pas que. Donc nous aurons l'occasion d'en débattre effectivement lors de ces réunions publiques. Vous n'êtes pas en campagne, Thomas Brezzo, pas déjà? Non, alors attention, ce sont des réunions publiques du Conseil national. Et c'est pour ça que c'est dans l'hémicycle, parce que j'ai voulu que ça se passe là, ici, pour donner un caractère solennel, effectivement, à cette réunion qui, pour moi, est importante et pour les Monégasques. Et c'est ce qui a notamment été exprimé dans la grande consultation, c'est que les Monégasques ont besoin de garder contact avec leurs élus. Et c'est bien normal, puisque ce sont eux qui nous ont élus, ce sont eux qui nous ont confié un mandat. Donc c'est bien normal de pouvoir les écouter à un moment donné pour pouvoir discuter ce sujet-là. La campagne, on aura le temps d'y venir. Rendez-vous est pris donc le 10 juin avec tous ceux qui le souhaiteraient donc au Conseil national. Merci beaucoup Thomas Brezzo d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu sur notre plateau alors que se tenait ce matin une grande conférence de presse. Je vous remercie. Merci à vous Patricia et bonne soirée. Focus à présent sur une jeune entreprise monégasque créée en janvier dernier et qui a démarré ses activités il y a moins d'un mois. ClickMeal propose des réfrigérateurs connectés pour la pause déjeuner en entreprise. L'hôtel Métropole est le premier client de ClickMeal. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et Alexa Vial. C'est en quelque sorte une cantine digitale. C'est un nouveau concept en principauté. Les employés de l'hôtel Métropole peuvent désormais se retrouver dans le restaurant des collaborateurs pour choisir leur repas 7 jours sur 7. L'objectif, manger sainement des plats préparés, c'est le concept élaboré par la jeune société ClickMeal. Alors tout est produit à Fontvieille, donc par Costa, qui a été racheté maintenant et qui a une partie traiteur sur laquelle nous on a onboardé. Donc on crée des repas vraiment, il y a des repas qui sont créés pour le service ClickMeal. On propose des entrées plats, plats desserts. On peut aussi faire entrée plat dessert en fonction de son envie. On va proposer un peu de tout, des plats froids, des plats chauds, des salades, des pokés, des currys. Voilà, on va avoir des desserts. La particularité de ClickMeal, c'est que tout est fait maison. On bénéficie des boulangers qui font tous les pains maison, les pains à focaccia, les pâtissiers pour tout ce qui est viennoiserie. Et après, on a des cuisiniers qui font tous les repas, les salades au quotidien. 3 réfrigérateurs connectés sont remplis chaque matin par Monacours. Ce sont environ 150 formules de disponibles, que ce soit entrées et plats
Aux plats et desserts, une formule qui a séduit l'hôtel Métropole. On a fermé l'hôtel pendant 5 mois pour faire des rénovations des chambres et on en a profité pour faire des rénovations annexes, notamment pour les collaborateurs. Donc on voulait un vrai restaurant des collaborateurs où ils pouvaient se sentir bien et prendre une pause agréable. Donc on a fait appel à ClickMeal pour la nourriture, ce qui permet déjà d'avoir des plages horaires beaucoup plus étendues, parce qu'avant on avait des plages horaires simplement de 1h30, 2h pour venir manger le midi et le soir. Donc là, c'est toute la journée. Et puis ensuite, c'est tout local, tout est frais uniquement. Manger frais, local, à moindre coût, 12,90 € la formule, avec en plus un circuit éco-responsable. On a vraiment voulu travailler avec Ma Consigne pour travailler vraiment de bout en bout avec que du local. Donc tous les contenants Ma Consigne sont livrés au sein du laboratoire. Tout est mis sur place dans les contenants et ensuite on a mis à disposition des bornes Ma Consigne pour que les employés, une fois qu'ils ont consommé leur repas, puissent déposer les contenants directement dans les bornes et donc faire du quasiment zéro déchet. La démarche est intuitive, on crée un compte sur l'application ClickMeal et il suffit après de sélectionner sa formule sur l'écran tactile. ClickMeal a pour objectif de se développer. Il faut savoir que les entreprises monégasques intéressées par la solution d'Alexia Montero bénéficient d'une subvention gouvernementale pouvant aller jusqu'à 50% du montant de leur investissement. C'est une légende de la photographie et de la vidéo. Pour la toute première fois, Norman Seeff a choisi Monaco pour présenter une exposition. Et quelle exposition! Elle retrace ses 50 ans de carrière. Lui qui a immortalisé les plus grandes célébrités de son époque, Steve Jobs, Tina Turner, Andy Warhol, Michael Jackson et bien d'autres. Sarah Hincari et Massimo Piantoni l'ont rencontré à la Camille Art Gallery. Regardez. Il est entré dans l'intimité des plus grandes stars de son époque. Norman Seeff a aujourd'hui 86 ans, revient dans cette exposition sur les moments forts de sa carrière exceptionnelle qui s'étend sur un demi-siècle. I dive very deeply into a relationship and a conversation with the artist, and I deal with what's going on inside of them, their emotions, their fears, their inspirations. So every session that I do is a very, very precious experience, and everyone delivers, but there are a couple of artists that stood out. So, of course, Tina Turner is like full of vitality and energy. Ray Charles, even though he was blind, was one of the most articulate people I've ever met around explaining the inner journey. And why I say inner journey? La liste des célébrités avec lesquelles Norman Seeff a collaboré est impressionnante, mais une en particulier a profondément marqué l'artiste. A lot of artists, you have to build up confidence for them to get comfortable. Tina Turner walks out like that, she's on, and I'm firing as fast as I can. I'm trying to keep up with her. My strobe blew up and I couldn't, thank God I had an extra one, but the strobe blew up and I couldn't shoot. And normally what an artist does when something goes down, they go to their dressing room. Tina Turner didn't go away. She stood on the stage and she started to dance. And she made up a whole character called a rock and roll ballerina. And at the end of it, she sings with the most incredible power that just blew everyone away. Une séquence que le photographe et cinéaste sud-américain a filmée et qui fera partie d'une série télévisée qu'il espère dévoiler d'ici la fin de l'année. La Luxury Society a organisé sa soirée de clôture au Coya Monte Carlo. Il s'agit d'un club qui réunit depuis 2 ans des étudiants du luxe de l'Université internationale pour les mettre en relation directement avec les professionnels du secteur présents à Monaco. Le cocktail organisé permettait donc de les faire se rencontrer à l'occasion de la fin d'année. Écoutez les précisions de la fondatrice et du président du club sur ce concept. Le but, c'est vraiment de développer leur culture luxe, qu'ils comprennent vraiment l'histoire du luxe, l'enjeu même géopolitique du luxe, économique. Donc vraiment qu'ils aient vraiment une compréhension globale de cette industrie. Et puis aussi de développer leur réseau, parce qu'aujourd'hui, travailler dans le luxe, c'est aussi avoir un bon réseau, connaître du monde. Et donc le but, voilà, c'est de pouvoir les mettre en relation en fait, les uns les autres avec des professionnels, et puis aussi de créer vraiment ce côté très membre où on se connaît tous parce que justement les étudiants de la Luxury Society sont les futurs professionnels du luxe. C'est un club qui est très récent. L'année dernière, nous avons eu quelques lectures et quelques workshops. Tous les professionnels, j'ai envie de dire, de ce soir sont nouveaux pour cette année qui s'achève pour nous.
C'est vraiment une très belle collaboration, notamment donc avec une très belle maison du groupe LVMH ou Kering et ainsi la SBM. C'est aussi une soirée pour donc remercier, comme vous l'avez compris, tous ces professionnels qui nous ont tant aidés cette année. Nous refermons ce journal avec cette belle récompense pour Marcel Ravin, le chef du Blue Bay et de l'Elsa. Il a décroché le premier prix dans la catégorie chef au Hotel & Lodge Awards, décerné le 13 mai dernier à Paris. Et pour clore cette édition, les photos du jour, je vous le disais au début de ce JT, c'est parti au Jeu des petits États d'Europe où les compétitions ont débuté aujourd'hui après la cérémonie officielle d'ouverture hier soir et le tout sous le regard du prince Albert II. Les clichés sont signés Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau journal sur Monaco Info. Passez une belle et douce soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. C'est un plaisir de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel sera plutôt couvert avec quelques nuages. Néanmoins, les températures resteront agréables avec 22 degrés dès le matin et jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une très belle fête à tous les Guillaume et nous serons le 28 mai. L'occasion de rappeler que c'est une journée d'action pour la santé des femmes. Elle a été créée en 1987 au Costa Rica. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.